Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment explorer la glande thyroïde, bien plus précisément, comment explorer les hormones thyroïdiennes. Le plan de secours est organisé comme suit. Donc tout d'abord nous allons voir une petite introduction. Par la suite nous verrons l'anatomie ainsi qu'un bref aperçu sur l'histologie de la thyroïde. Nous passerons par la suite aux hormones thyroïdiennes. Nous verrons quelles sont ces hormones thyroïdiennes, quelles sont leurs caractéristiques. Par la suite, nous verrons comment est-ce que ces hormones thyroïdiennes sont synthétisées au niveau thyroïdien, au niveau de la thyroïde, comment est-ce que cette synthèse est régulée. Vous allez constater aussi que les hormones thyroïdiennes font partie des hormones lipophiles, donc elles ne peuvent pas circuler librement dans le sang. Il faut absolument qu'elles soient transportées par des protéines de transport. Nous allons voir tout cela. Par la suite, nous verrons la transformation de ces hormones thyroïdiennes au niveau périphérique par disiodation, leur action biologique, comment est-ce que les hormones thyroïdiennes exercent leurs actions biologiques. Et ensuite, nous passons à la deuxième partie de notre cours qui est l'exploration biochimique de la fonction thyroïdienne ainsi que les pathologies thyroïdiennes. On commence par une introduction. Donc, il faut savoir que la thyroïde est une glande, comme toutes les glandes de notre corps, et elle joue un rôle essentiel de par les hormones qu'elle synthétise. En effet, la thyroïde synthétise des hormones thyroïdiennes essentielles qui jouent un rôle essentiel et qui interviennent et qui ont une action sur l'ensemble des tissus de notre organisme. Comme tout autre organe dans notre corps, la thyroïde peut être touchée par des pathologies et le diagnostic ainsi que la prise en charge de ces pathologies-là se base sur l'association de la clinique, de l'imagerie médicale ainsi que de la biologie médicale. Parfait. Maintenant, on va passer à la glande thyroïde. Qu'est-ce que c'est que la glande thyroïde? La thyroïde est une glande endocrine qui est parmi les plus volumineuses. Elle pèse 25 grammes environ. Elle est située au niveau de la face antérieure du cou, juste en avant de la trachée. Vous voyez ici la trachée, et ça, c'est la glande thyroïde. La glande thyroïde, elle est formée de deux lobes, un lobe gauche et un lobe droit reliés par un isthme. Il faut savoir, de part de la fonction qu'elle joue, cette glande-là, la thyroïde, est richement vascularisée et richement innervée. Son fonctionnement n'est pas anarchique, mais plutôt régulé, et la régulation se fait majoritairement par l'hypothalamus et par l'hypophyse, ou bien par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le rôle de la thyroïde, comme on le sait, c'est de sécréter des hormones, deux types d'hormones. Elle sécrète deux types d'hormones. Tout d'abord, les hormones thyroïdiennes iodées, qu'on appelle communément les hormones thyroïdiennes, et la calcitonine qui intervient dans le métabolisme phosphocalcique. Donc dans notre cours, dans notre présentation d'aujourd'hui, on va se consacrer aux hormones thyroïdiennes iodées. Donc à chaque fois que je vais dire dans la suite des diapositives hormones thyroïdiennes, je fais référence aux hormones thyroïdiennes iodées. La calcitonine, puisqu'elle intervient dans le métabolisme phosphocalcique, nous la verrons dans le métabolisme, dans l'exploration du métabolisme phosphocalcique. Passons maintenant à l'histologie. Donc histologiquement, le parenchyme thyroïdien est constitué d'un assemblage de follicules thyroïdiens ou bien les vésicules. Voilà, ça c'est un follicule thyroïdien. Donc la thyroïde, le tissu thyroïdien est constitué par un assemblage de plusieurs follicules thyroïdiens. Il faut savoir que le follicule thyroïdien représente l'unité morphofonctionnelle de la thyroïde. C'est l'unité morphofonctionnelle de la thyroïde. Très bien. Donc, le follicule thyroïdien schématisé ici de cette manière-là est constitué, est entouré, son enveloppe est constituée d'une couche de cellules épithéliales où chaque cellule est dite thériocyte. Donc une cellule, cette cellule-là, c'est une thériocyte. Donc l'enveloppe du follicule, c'est une couche de cellules épithéliales où chaque cellule, où chaque thériocyte a deux pôles. Un pôle basal en contact avec les différents vaisseaux sanguins et les capillaires sanguins, et un pôle apical qui, lui, est en contact avec la lumière intrafolliculaire. À l'intérieur du follicule, donc la lumière intrafolliculaire est riche en une substance colloïde qui contient une glycoprotéine, la thyroglobuline. Donc ici, à l'intérieur du follicule, la lumière intrafolliculaire est riche en thyroglobuline ou bien en Tg. Très bien. Entre les follicules, ou bien le parenchyme parafolliculaire contient, quant à lui, des cellules parafolliculaires, ou bien les cellules C, qui elles sont responsables de la synthèse de la calcitonine.
Donc, les hormones thyroïdiennes iodées sont synthétisées à l'intérieur du follicule. Par contre, la calcitonine est synthétisée par les cellules parafolliculaires ou bien les cellules C. On passe maintenant aux hormones thyroïdiennes iodées. Les hormones thyroïdiennes sont en nombre de 3. Donc, vous avez la tétraiodothyronine ou bien la thyroxine, T4, la triiodothyronine, la T3, et la reverse triiodothyronine, la RT3. Ces 3 hormones ont les mêmes caractéristiques. Elles sont toutes des hormones de nature lipophile, hydrophobe. Elles dérivent toutes d'un acide aminé qui est la tyrosine. Donc, ce sont des dérivés iodés. Elles contiennent de l'iode et dérivent de la tyrosine. Elles ont une structure chimique commune à base de thyronine. Donc, si on voit un petit peu les différentes structures chimiques de ces 3 hormones, donc vous avez ici la T4, ici la T3 et ici la RT3. Donc, vous voyez que la structure de base ou bien la structure basale des 3 hormones est la même, c'est la thyronine. Les 3 hormones diffèrent entre elles. Par quoi? Elles diffèrent par le nombre d'atomes d'iode qu'elles contiennent, ainsi que la position de ces atomes d'iode au niveau de leur structure. Donc, si on voit par exemple la T4, elle contient 4 atomes d'iode au niveau en position 3', 5', 3 et 5. La T3 contient 3 atomes d'iode en position 3', 3 et 5. Et la RT3 contient 3 atomes d'iode au niveau 3', 5' et 3. Donc la différence réside au niveau de ces atomes d'iode. Très bien. Maintenant, la T4, la thyroxine, c'est l'hormone qui est produite à 100% par la glande. Donc elle est produite à 100% par la thyroïde. Elle présente par contre une activité biologique qui est intermédiaire. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment active. Elle est considérée d'ailleurs comme une pro-hormone. On va voir pourquoi cela. Très bien. La T3, quant à elle, elle est produite seulement 20% par la glande et 80% en périphérie, dans les tissus périphériques, par disiodation de la T4. Ça veut dire que la T3, 20% de la T3 totale est issue de la glande thyroïde, 80% sont issus de la désiodation de la T4 au niveau périphérique. Qu'est-ce que ça veut dire désiodation? Ça veut dire que la T3, la grande partie de la T3 est issue par l'enlèvement de l'atome d'iode en position 5' de la thyroxine. Cet enlèvement d'iode se fait par des désiodases. On va voir tout cela par la suite. La T3, contrairement à la T4, présente une grande activité biologique. Très bien. C'est pour cela que la T4 est considérée comme une pro-hormone. Pourquoi? Parce que c'est un précurseur, elle est considérée comme un précurseur de la T3 au niveau périphérique. La RT3, quant à elle, elle est produite à 94% par les tissus périphériques par disiodation de la T4 au niveau 5, cette fois-ci, et non pas 5'. La RT3, contrairement aux autres hormones, elle est complètement inactive. Elle représente la forme d'inactivation de ces hormones thyroïdiennes. Passons maintenant à la synthèse. Il faut savoir que la synthèse des hormones thyroïdiennes se fait au niveau des follicules thyroïdiens en plusieurs étapes. La première étape consiste en la captation des atomes d'iodure par la thyroïde. La deuxième étape, c'est l'oxydation de ces iodures. Troisième étape, la iodation et le couplage des résidus tyrosyles de la thyroglobuline. Et la quatrième étape, c'est la libération des hormones thyroïdiennes fraîchement synthétisées à partir de la thyroglobuline. On va voir maintenant étape par étape en détail. Tout d'abord, la première étape, la capture des iodures par la thyroïde. Donc on a vu déjà ça lorsque nous avons fait le cours de l'iode, le métabolisme de l'iode. Donc la première étape de la synthèse commence par la capture de l'iode par la thyréocyte. Okay? Cette capture-là se fait par un mécanisme de transport actif qui consomme de l'ATP. Il se fait via des transporteurs spécifiques qui sont des symporteurs sodium-iode. Ça veut dire qu'ils nous transportent une molécule d'iode, il nous faut entrer une molécule d'iode, plutôt un atome d'iode, avec 2 atomes de sodium. Ces transporteurs, on les appelle les NIS pour natrium iodide symporteur. Vous voyez ici ce fameux transporteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un atome d'iodure, il va l'intégrer à l'intérieur de la thyréocyte. En même temps, il prend 2 atomes de sodium et les intègre aussi au niveau de la thyréocyte. Très bien. Donc ce transport-là va se faire contre un gradient de concentration. Ça veut dire que le transport va se faire d'un milieu moins concentré vers un milieu le plus concentré à l'intérieur de la cellule. En effet, l'iode à l'intérieur de la cellule, grâce à ce transporteur, va être concentré 20 à 40 fois plus par rapport au milieu sanguin.
Il faut savoir aussi, et on l'a déjà vu, que cette captation, donc la captation des iodures par les Nice, est proportionnelle et inversement proportionnelle à la concentration des iodures au niveau sanguin. C'est-à-dire que lorsque la concentration des iodures au niveau sanguin est grande, la captation est faible. Et inversement, lorsque la concentration des iodures au niveau sanguin est faible, la captation est importante pour justement compenser cette perte de concentration. Très bien. Une fois à l'intérieur de la cellule, une fois à l'intérieur de la thyréocyte, les atomes d'iodure seront transportés jusqu'à la membrane apicale pour qu'ils puissent être libérés à l'intérieur, plutôt à l'extérieur de cette thyréocyte au niveau de la lumière folliculaire. Et le passage de ces iodures à travers la membrane apicale se fait grâce à un transporteur spécifique qu'on appelle les pendrines. Très bien. La deuxième étape consiste à l'oxydation des iodures par la thyroïde. Donc, une fois que les atomes d'iodure arrivent au niveau de la lumière folliculaire, ces iodures vont être oxydés par une enzyme qu'on appelle la thyroperoxydase. On va voir tout cela. Donc, il va y avoir l'oxydation des iodures en des atomes, en des molécules d'iode. Ça veut dire que ces iodures vont perdre leurs électrons ici pour donner des molécules d'iode. C'est une étape qui est obligatoire à l'organification de cet élément. Ça veut dire que cette étape-là d'oxydation est obligatoire pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir aussi que la thyroïde est le seul organe qui est capable d'oxyder les ions iodures. Cette oxydation se fait, comme on vient de le dire, grâce à une enzyme qu'on appelle la thyroperoxydase, en présence de peroxyde d'hydrogène, H2O2, suivant cette réaction-là. Cette TPO-là, cette thyroïde peroxydase, est ancrée au niveau de la membrane apicale de la thyréocyte. Parfait. Maintenant, une fois qu'on a oxydé nos atomes d'iodure, la troisième étape réside dans la iodation et le couplage des résidus tyrosiles, c'est-à-dire l'intégration de ces atomes d'iode qu'on a oxydés à l'intérieur de la thyroglobuline au niveau des résidus tyrosiles. Avant de voir tout cela, nous allons décrire un petit peu la thyroglobuline. Donc, la thyroglobuline, c'est une glycoprotéine qui est synthétisée exclusivement par la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde, c'est le seul organe, c'est la seule glande qui peut synthétiser la thyroglobuline. Souvenez-vous de ça, nous aurons besoin de cette information lorsque nous allons voir l'exploration de la thyroïde. Cette thyroglobuline, elle est synthétisée à l'intérieur de la thyréocyte. Une fois synthétisée, elle sera libérée au niveau de la lumière folliculaire. Cette thyroglobuline, puisque c'est une protéine, ça veut dire qu'elle contient un enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Et les acides aminés qu'elle contient sont pour la plupart des résidus tyrosiles. Ça veut dire que la thyroglobuline est constituée d'un grand nombre d'acides aminés tyrosiles. Ces résidus tyrosiles sont les sites potentiels d'iodation. C'est-à-dire que l'iodation va se faire au niveau de ces résidus tyrosiles. La thyroglobuline constitue donc une matrice qui permet la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc c'est sur cette thyroglobuline qu'il va y avoir la synthèse des hormones thyroïdiennes. En quelque sorte, la thyroglobuline représente le support de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Elle représente aussi une forme de stockage des hormones thyroïdiennes. En effet, une fois synthétisées, ces hormones thyroïdiennes peuvent ne pas être libérées de la thyroglobuline, peuvent être liées, rester liées à la thyroglobuline jusqu'à ce que l'organisme en a besoin, et à ce moment-là, il y aura libération de ces hormones thyroïdiennes. Donc, elle peut représenter une forme de stockage des hormones thyroïdiennes. Donc, les hormones thyroïdiennes liées à la thyroglobuline restent en quelque sorte en hibernation, sous forme inactive, jusqu'à ce qu'on en aura besoin. À ce moment-là, on va avoir la libération de ces hormones thyroïdiennes de la thyroglobuline. Puisque les hormones thyroïdiennes sont riches en iode, donc indirectement, la thyroglobuline représente aussi une forme de stockage de l'iode. Très bien. Donc on va voir comment est-ce que ça va se faire, cette fameuse étape d'iodation et de couplage des résidus tyrosiles. Donc cette étape se fait toujours par la même enzyme qui est la thyroperoxydase. La thyroperoxydase, vous voyez ici la TG qui a été synthétisée au niveau intracellulaire va être éjectée en dehors de la cellule au niveau de la lumière folliculaire. Et sur cette TG-là, qu'il va y avoir tout d'abord l'iodation, ensuite le couplage. Donc la première étape consiste à quoi? Consiste à la iodation des différents résidus tyrosiles de la TG. Vous voyez ici l'iode qu'on vient d'oxyder, grâce toujours à la TPO,
ce iode va se retrouver inséré au niveau des différents résidus tyrosiles de la TG et il va y avoir formation de monoiodotyrosyle si on insère un seul atome d'iode ou bien de diiodotyrosyle si on insère deux atomes d'iode. Donc à la fin de cette étape, la TG va se retrouver avec des atomes d'iode au niveau de ces résidus tyrosyles. Donc il va y avoir des monoiodotyrosyles et des diiodotyrosyles. La deuxième étape consiste au couplage de ces différents monoiodotyrosyles et diiodotyrosyles. Si on couple un monoiodotyrosyle avec un diiodotyrosyle, on obtiendra une triodotyronine ou bien une T3. Si par contre on couple des diiodotyrosyles avec un diiodotyrosyle, on obtiendra à ce moment-là une thyroxine ou bien une tétraiodotyronine. Voilà. Donc à la fin de cette étape, vous allez avoir votre TG qui contient des diiodotyrosyles, des monoiodotyrosines et aussi des hormones thyroïdiennes inactives, T3 et T4. Elles sont inactives pourquoi? Parce qu'elles sont liées à la TG. Elles ne deviendront actives que lorsque ces hormones thyroïdiennes seront libérées. Très bien. Donc ici, c'est ce que je viens de dire. Donc ces hormones thyroïdiennes restent liées à la TG en réserve jusqu'à leur libération. Et cette libération-là constitue la dernière étape. Très bien. La dernière étape, justement, c'est la libération des hormones à partir de la thyroglobuline. Vous voyez ici, la thyroglobuline qu'on vient de former, plutôt les hormones thyroïdiennes qu'on vient de former et qui sont toujours liées à la thyroglobuline, peuvent être libérées. Comment elle va se faire, cette étape-là? Elle va se faire justement par phagocytose ou bien plus précisément par une endocytose de cette TG dans des lysosomes. À l'intérieur des lysosomes, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des oxopeptidases et des endopeptidases qui vont venir découper cette thyroglobuline et libérer les différents constituants. Donc, il va y avoir libération des monoiodotyronines et diiodotyronines résiduelles qui vont être recyclées pour libérer l'iode qu'elle contient, et ce iode-là va être recyclé et réutilisé. Et il va y avoir aussi libération des T4 et des T3 qui vont être libérés en dehors de la cellule au niveau sanguin pour qu'ils puissent être transportés par des protéines de transport. Très bien. Parfait. Donc ce schéma-là résume les différentes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc la première étape ici, c'est la captation des iodures. La deuxième étape ici, c'est l'oxydation des iodures. La troisième étape qu'on vient de voir, c'est la iodation et le couplage des différents résidus tyrosyles. Et la quatrième étape, c'est quoi? C'est la libération de ces fameuses hormones thyroïdiennes. Donc pour un souci de compréhension, il faut savoir que ici, je vous ai découplé les différentes étapes, donc je vous ai mis étape par étape, mais en réalité, l'étape 2 et l'étape 3 se font en même temps par la TPE. Donc cette étape-là d'oxydation ainsi que de iodation et du couplage se font en même temps grâce à la thyroperoxydase. On arrive maintenant à la régulation de cette synthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que la régulation se fait principalement par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, un bref aperçu sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il faut savoir que l'axe hypothalamo-hypophysaire représente une interface qui va lier notre cerveau aux différents organes de notre corps. Donc, comme si le cerveau va donner des signaux hormonaux à nos organes via cet axe hypothalamo-hypophysaire, via cette interface, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, de quoi il est constitué cet axe hypothalamo-hypophysaire? Il est constitué par l'hypothalamus qui va synthétiser des neurohormones, TRH, CRH, GnRH, etc. Ces neurohormones vont agir sur l'hypophyse et plus précisément sur l'anti-hypophyse ou bien l'hypophyse antérieure. Donc, vous savez que l'hypophyse contient deux parties, une hypophyse antérieure et une hypophyse postérieure. Donc, les neurohormones agissent sur l'hypophyse antérieure. L'action de ces neurohormones va ordonner à l'hypophyse de synthétiser d'autres hormones qui sont quant à elles de nature protéique. Et ces hormones-là, synthétisées, vont agir sur différents organes cibles. Donc, parmi ces différents organes, il y a celle qui va réguler l'activité de la thyroïde. Donc, c'est l'axe thyriotrope. On va voir tout cela en détail. Très bien. Donc, la première régulation, nous avons dit qu'elle se fait grâce à l'axe hypothalamo-hypophysaire et plus précisément grâce à l'axe thyriotrope. Donc, qu'est-ce qui va se passer justement au cours de cette régulation-là? Donc, nous allons voir tout d'abord ce qui se passe au niveau de l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus
synthétise pour réguler justement l'axe thyréotrope deux sortes d'hormones. La première, c'est la somatostatine. Cette somatostatine inhibe l'hypophyse. Et la deuxième, c'est la TRH. Et la TRH stimule, quant à elle, l'hypophyse. Plutôt l'anti-hypophyse plus précisément. Donc la TRH, c'est quoi? La TRH, c'est la thyrotropine releasing hormone. C'est un tripeptide synthétisé par l'hypothalamus, comme on vient de le dire. Cette TRH stimule l'hypophyse. Elle lui ordonne de synthétiser la TSH via des récepteurs spécifiques à protéine G. Donc il faut savoir que cette TRH elle-même est stimulée par les voies adrénergiques. Donc les voies adrénergiques stimulent l'hypothalamus pour la sécrétion de la TRH et les voies dopaminergiques, telles que le stress par exemple, inhibent l'hypothalamus et provoquent, contrairement à la sécrétion de la TRH, la sécrétion de la somatostatine. Au niveau de l'anti-hypophyse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette TRH-là qui a été libérée par l'hypothalamus vient stimuler l'anti-hypophyse et lui demande de sécréter la TSH. La TSH c'est la thyroid stimulating hormone, est une glycoprotéine qui est constituée de deux sous-unités. Une unité alpha, qui est commune à un grand nombre d'hormones telles que l'HCG, la FSH et la LH, et une sous-unité bêta qui lui est propre, qui lui est spécifique. La TSH, une fois libérée, elle va agir sur la glande thyroïde grâce à des récepteurs spécifiques qui sont à base de protéine G. L'action de la TSH sur la thyroïde va provoquer une stimulation de toutes les étapes de l'hormonosynthèse des hormones thyroïdiennes. Elle va stimuler aussi la synthèse et l'expression de la thyroglobuline et des pompes à iodure, les NIS, ainsi que la thyroperoxydase. La TSH a aussi un effet trophique sur la glande thyroïde, c'est-à-dire que c'est un facteur de croissance pour la thyroïde. Donc, quand on a beaucoup de TSH, la glande thyroïde va croître de volume, elle va être plus active. Elle favorise aussi sa vascularisation. Il faut savoir qu'il existe encore d'autres voies d'activation de l'hypophyse en plus de la TRH et d'inhibition. Donc l'hypophyse, l'anti-hypophyse, est stimulée par les oestrogènes et elle est inhibée par les androgènes et par les glucocorticoïdes. L'HCG, pour laquelle nous avons dit qu'elle contient la même sous-unité alpha que la TSH, peut aussi stimuler la glande thyroïde. Donc elle peut remplacer en quelque sorte la TSH durant le premier trimestre de la grossesse. Parfait. Les hormones thyroïdiennes libérées, ici, les hormones thyroïdiennes libres qui ont été libérées, exercent à leur tour un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la concentration des hormones thyroïdiennes au niveau sanguin augmente, il va y avoir inhibition de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Il va y avoir freinage de l'hypophyse et de l'hypothalamus. En plus, maintenant, de l'axe hypothalamo-hypophysaire, il faut savoir que la thyroïde peut s'autoréguler. Donc, il existe une certaine régulation intrinsèque de l'activité thyroïdienne qui se fait par l'iode. En effet, une iodémie élevée ou bien une augmentation de la concentration de l'iode au niveau sanguin va inhiber l'entrée de l'iode dans la thyroïde et aussi une concentration élevée de l'iode au niveau des thyroïocytes inhibe l'iodation de la TG. Cette autorégulation de la thyroïde par l'iode est dite effet Wolff-Chaikoff. C'est ce que nous avons vu ensemble lorsque nous avons fait le cours de métabolisme de l'iode et du cuivre. Je vous conseille d'ailleurs de le revoir. Cette autorégulation intrinsèque protège justement contre l'hyperthyroïdie par excès d'iode et empêche justement la thyroïde de synthétiser beaucoup d'hormones thyroïdiennes lorsque nous avons une concentration élevée en iode. Passons maintenant au transport des hormones thyroïdiennes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hormones thyroïdiennes sont de nature lipophile, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas circuler librement dans le milieu sanguin. Donc, il faut absolument qu'elles soient prises en charge par des protéines de transport. Il faut savoir que ces protéines de transport-là ont des affinités différentes pour les hormones thyroïdiennes et il en existe deux types de protéines de transport. Il en existe des protéines qui sont spécifiques au transport thyroïdien et il y en a celles qui ne sont pas spécifiques aux hormones thyroïdiennes. Non spécifiques, telles que l'albumine. Vous savez que l'albumine transporte un grand nombre de substances, parmi elles les hormones thyroïdiennes. Et les transporteurs spécifiques, vous avez la TBG pour thyroxine binding globulin.
Elle transporte environ 75 à 80% des hormones thyroïdiennes. Et vous avez aussi la TBPA pour thyroxine, binding, préalbumine ou bien transthyrétine qui transporte quant à elle 20% de T4 et moins de 10% de T3. Donc il faut savoir une chose importante, c'est que seulement la fraction libre des hormones thyroïdiennes qui est active, c'est-à-dire seulement la fraction qui n'est pas liée aux protéines de transport qui est active. Et cette fraction-là, elle est vraiment minime, de l'ordre de 0,03% pour la T4 à peu près et de 0,4% de T3 à peu près. Donc plus de 99,9% des hormones thyroïdiennes sont liées à des protéines de transport et sont inactives. Seule la petite proportion qui reste, moins de 0,5% qui est active. Et aussi, puisqu'elles sont inactives, les hormones thyroïdiennes qui sont liées aux protéines de transport ne peuvent pas faire de rétrocontrôle négatif. Donc seulement les hormones thyroïdiennes qui sont libres qui peuvent faire le rétrocontrôle négatif. En effet, les hormones thyroïdiennes exercent leurs effets sur les tissus cibles, sur les organes cibles, ainsi que sur l'hypophyse, sur les mêmes récepteurs. Très bien. Il faut savoir aussi que ce fameux transport, ou bien cette liaison des hormones thyroïdiennes aux protéines est sous un équilibre fixe. En effet, vous avez ici un schéma qui permet d'expliquer un petit peu cet équilibre. Donc ici, vous avez l'hormone libre, l'hormone thyroïdienne libre qui est active, c'est la forme biologiquement active. Vous avez votre protéine de transport qui est la TBG ou bien la TBPA ou bien l'albumine. Vous avez ici la forme liée qui représente la grande partie des hormones thyroïdiennes. Cette liaison des protéines aux hormones thyroïdiennes est en équilibre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on vient ici ajouter des protéines de transport, l'équilibre va être basculé vers la droite et on aura beaucoup de protéines et d'hormones liées. Et si à l'inverse, on diminue les protéines de transport, l'équilibre va se basculer vers l'autre sens. Très bien. Il est nécessaire aussi de connaître que, en plus du rôle de transport qu'offrent ces protéines-là de transport, ces protéines, en effet, protègent les hormones de la dégradation. Les hormones qui se trouvent libres au niveau sanguin ont une demi-vie qui est faible parce qu'elles sont exposées aux enzymes de dégradation et à l'élimination à l'extérieur de l'organisme. Par contre, lorsqu'elles sont liées aux protéines de transport, elles sont protégées et auront une demi-vie qui sera plus longue. Aussi, puisque cette forme liée des hormones aux protéines de transport est inactive, ça va servir en quelque sorte de réservoir lorsque l'équilibre sera perturbé. Donc quand on n'aura pas beaucoup d'hormones libres actives, il se peut que cet équilibre-là bascule vers la gauche, il y aura libération des hormones liées pour se trouver à nouveau libre et exercer leur fonction. Donc en quelque sorte, c'est une forme secondaire de régulation. Voilà. Donc, constitue une réserve. Donc, la forme liée des hormones protéines constitue une réserve, intervient dans la régulation et aussi les protéines de transport protègent les hormones thyroïdiennes contre la dégradation. Passons maintenant à la transformation des hormones thyroïdiennes au niveau périphérique et plus précisément la désiodation. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes, une fois sécrétées par la thyroïde, ne vont pas rester telles quelles. En effet, durant leur périple sanguin et une fois arrivées aux organes cibles, les hormones thyroïdiennes peuvent subir plusieurs modifications. La plus importante, c'est la désiodation. Qu'est-ce que c'est que la désiodation? C'est comme son nom l'indique, c'est simplement l'enlèvement d'un atome d'iode de l'hormone thyroïdienne. Et cette désiodation se fait au niveau périphérique, au niveau des organes cibles, grâce à des enzymes spécifiques qu'on appelle les désiodases. Il faut savoir que les trois hormones thyroïdiennes peuvent subir la désiodation, que ce soit la T4, la T3 ou bien la RT3. Mais celle qui va être le plus affectée par cette modification, c'est la thyroxine ou bien c'est la T4. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est sécrétée à 100% par la thyroïde et c'est elle qui représente en quelque sorte le précurseur de l'hormone thyroïdienne T3 qui, elle, est à 100% active et aussi de la RT3 qui, elle, est inactive. Donc, les trois hormones peuvent subir la désiodation, mais c'est plus la T4 qui va être désiodée pour nous donner soit la T3, soit la RT3. Mais aussi, la T3 ainsi que la RT3 peuvent subir elles aussi la désiodation pour donner au départ la T2 pour diiodothyronine et ensuite, une fois la désiodation est complète, donner la thyronine directement. Cette désiodation, comme on l'avait dit, elle se fait au niveau des organes cibles, donc en périphérie, mais plus précisément, d'une manière plus importante au niveau des muscles, du foie et des reins. Il faut savoir aussi qu'il existe trois types de désiodase. Les désiodases de type 1, elles enlèvent l'iode au niveau 5 et 5'. Les désiodases de type 2 enlèvent l'iode au niveau 5' seulement.
et les désyodases de type 3 enlèvent l'iode au niveau 5 seulement. Par exemple, on va prendre l'exemple de la thyroxine 5 désodase, qui elle est une désodase de type 2. Elle transforme la T4, ça on le sait, en T3, qui elle est 5 fois plus active que la T4. Donc c'est pour ça que la T4 est considérée comme une pro-hormone. La thyroxine 5 désodase transforme la T4 en RT3 inactive. Voilà donc la proportion entre la T3 active et la RT3 inactive est d'environ 40 à 60% respectivement. Aussi, puisque cette désiodation contrôle en quelque sorte la concentration de la T3 active au niveau sanguin, on pourra dire que cette désiodation intervient, c'est un moyen secondaire de régulation de l'activité biologique de ces hormones-là. En effet, en activant ou bien en inhibant la 5'-désiodase, on pourra contrôler la concentration de la T3 sanguine et de ce fait contrôler l'activité biologique des hormones thyroïdiennes. Très bien, passons maintenant au mode d'action des hormones thyroïdiennes. Donc, quand on parle de mode d'action, on vise surtout la T3 qui, elle, est 4 fois plus active que la T4. Mais la T4 reste cependant toujours active et exerce aussi des actions biologiques. Donc, pour exercer leur action, donc ces hormones thyroïdiennes doivent être transportées jusqu'à l'organe cible et pénétrer les cellules cibles. Elles peuvent pénétrer les cellules cibles soit avec des transporteurs spécifiques ou bien directement par simple diffusion à travers la membrane plasmique, puisque les hormones thyroïdiennes sont de nature lipophile. Une fois à l'intérieur, donc une grande partie de la T4 va être désiodée en T3, puisque la T3 c'est elle qui est la plus active. Et à ce moment-là, une fois désiodée, la T3 obtenue ainsi que ce qui reste de la T4 peuvent exercer leur action de deux manières, soit en pénétrant à l'intérieur du noyau cellulaire, soit en restant à l'extérieur du noyau cellulaire dans le cytoplasme. Donc, à l'intérieur du noyau cellulaire, les hormones thyroïdiennes vont se lier à des récepteurs spécifiques, des récepteurs nucléaires spécifiques appelés TR pour thyroïde récepteur. Une fois lié à ces TR-là, il va y avoir le complexe TR hormone thyroïdienne qui va venir à son tour se fixer sur des régions spécifiques de notre ADN, sur des régions promotrices des gènes de l'ADN pour induire l'expression de ces gènes cibles et de produire les ARN M de ces gènes cibles. Les ARN M à leur tour seront traduits en protéines et c'est les protéines qui vont être produites qui vont exercer les différents rôles biologiques connus des hormones thyroïdiennes. Ou bien, comme on avait dit, elle ne pénètre pas à l'intérieur du noyau cellulaire, elle reste à l'extérieur et elle se lie soit à des récepteurs spécifiques qui se trouvent sur la membrane plasmique de la cellule cible ou bien sur des organites de la cellule cible tels que la mitochondrie par exemple. Voilà, cette image résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc vous avez votre thyroïde ici qui va sécréter les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes vont être transportées jusqu'à l'organe cible. Ensuite, elles pénètrent à l'intérieur de la cellule. La T4, une grande partie de la T4 va être désiodée en T3. Ensuite, la T3 obtenue ainsi que ce qui reste de la T4 peuvent soit pénétrer à l'intérieur du noyau et se lier à des récepteurs nucléaires pour ensuite venir se fixer sur des régions promotrices des différents gènes cibles et donner des ARN M qui vont être traduits en protéines, soit rester à l'extérieur du noyau cellulaire et exercer leur action soit sur la membrane plasmique de la cellule ou bien sur les organites de cette cellule-là. Ces protéines-là qui sont produites à partir des différentes ARN M transcrits, c'est elles qui vont exercer, c'est elles qui vont faire les effets biologiques connus des hormones thyroïdiennes. Et ces effets biologiques, justement, on va les voir tout de suite. Donc, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes agissent sur presque l'ensemble des tissus de notre corps, sur le système reproducteur, sur le système digestif, la peau, les os, le muscle, le système cardiovasculaire, le métabolisme et le système nerveux central. Donc, on va voir brièvement ce qui va être induit dans chaque organe. Commençons tout d'abord par la croissance. Donc, qui dit croissance dit la croissance chez l'enfant et ça va toucher le système nerveux central et l'os. Donc, effectivement, les hormones thyroïdiennes sont nécessaires et indispensables au développement du système nerveux central et de l'os durant les premiers mois de vie. Pour le système nerveux central, en effet, c'est au cours des premiers mois de vie qu'il va y avoir les connexions des différents neurones ainsi que leur myélinisation. Et cette connexion ne peut se faire qu'en présence des hormones thyroïdiennes. Donc, s'il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes, il n'y aura pas de développement du système nerveux central et ça va avoir comme conséquence terrible et irréversible un déficit de différenciation et de développement du système nerveux central, ce qui est connu par le crétinisme chez l'enfant. Donc l'enfant va subir, s'il n'y a pas d'assez d'hormones thyroïdiennes,
son système nerveux central ne pourra pas se développer correctement. Il va y avoir donc des dégâts irréversibles et désastreux, donc ce qui va aboutir au crétinisme. Au contraire, un excès d'hormones thyroïdiennes peut aussi altérer le développement du système nerveux central. Donc ça concernant le système nerveux central durant les premiers mois de vie. Les hormones thyroïdiennes restent aussi nécessaires au fonctionnement du cerveau pour les adultes. En effet, ce sont les hormones thyroïdiennes qui assurent la vivacité et le bon fonctionnement du cerveau. Donc s'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, il va y avoir un ralentissement des activités cérébrales, une somnolence, et au contraire, s'il y a un excès d'hormones thyroïdiennes, il va y avoir une excitabilité, une exacerbation dans l'excitation du système nerveux central. Toujours dans la croissance, et cette fois-ci pour les os, les hormones thyroïdiennes restent toujours nécessaires et indispensables à la différenciation et à la maturation osseuse en période fétale. Donc au cours du développement fœtal, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans la minéralisation et la différenciation et la maturation osseuse. Donc après la naissance, en postnatal, les hormones thyroïdiennes restent toujours indispensables pour la croissance et continuent de contrôler la maturation et la différenciation osseuse et fonctionnent en synergie avec l'hormone de croissance GH. Les hormones thyroïdiennes aussi favorisent la sécrétion de la GH. Donc la sécrétion de la GH ne se fait qu'en présence des hormones thyroïdiennes et potentialise l'effet de l'IGF-1 qu'on connaît, qui est le produit de la GH. Donc un déficit d'hormones thyroïdiennes au cours de l'enfance va être responsable d'un nanisme désharmonieux, et un déficit chez l'adulte va provoquer un défaut de minéralisation des os, donc l'ostéoporose. Les effets sur le métabolisme, tout d'abord sur le métabolisme basal ou bien le métabolisme énergétique. Donc les hormones thyroïdiennes favorisent la thermogénèse, donc augmentent la consommation de l'oxygène et stimulent l'activité des mitochondries. Donc s'il y a un déficit en hypothyroïdie, il va y avoir défaut de production de chaleur, donc frilosité. Et au contraire, si on a un excès d'hormones thyroïdiennes, il y aura de la thermophobie. Dans le métabolisme glucidique, les hormones thyroïdiennes sont connues d'être hyperglycémiantes. Donc les hormones thyroïdiennes sont hyperglycémiantes. Donc elles favorisent la disponibilité du glucose en augmentant son absorption intestinale et aussi en favorisant la production hépatique du glucose. Sur le métabolisme lipidique, les hormones thyroïdiennes à dose physiologique, à dose normale, augmentent la synthèse du cholestérol et augmentent la lipogénèse, donc ça veut dire la synthèse des triglycérides. Par contre, s'il y a un excès d'hormones thyroïdiennes, il y aura l'effet contraire, donc il y aura une hypocholestérolémie, donc il y aura dégradation du cholestérol et aussi activation de la lipolyse pour dégrader les triglycérides, libérer les acides gras et produire la chaleur par bêta-oxydation. De ce fait, un déficit en hormones thyroïdiennes provoquera une hypercholestérolémie et un excès en hormones thyroïdiennes aura comme conséquence une hypocholestérolémie. Donc tous ces effets-là, on va les retrouver dans les pathologies, donc il est nécessaire de les retenir. Ensuite, sur le métabolisme protéique, de la même manière, les hormones thyroïdiennes à faible dose favorisent la synthèse protéique, donc la protéogénèse, et à forte dose, contraire, elles favorisent la dégradation des protéines, donc la protéolyse. Sur l'équilibre hydrominéral, les hormones thyroïdiennes augmentent la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal, c'est-à-dire qu'elles stimulent le rein pour filtrer plus le sang et pour éliminer beaucoup plus d'eau et certains ions. Donc s'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, il va y avoir rétention hydrosodée et il y aura comme conséquence la formation des œdèmes. Sur les différents tissus maintenant, les hormones thyroïdiennes sont ubiquitaires, ça veut dire qu'elles agissent sur tous les tissus de notre corps. Sur le cœur, par exemple, elles exercent un effet chronotrope positif, c'est-à-dire elles augmentent la fréquence cardiaque, et inotrope positif, ça veut dire qu'elles augmentent la contraction cardiaque. Un déficit en hormones thyroïdiennes donnera de la bradycardie et un excès des palpitations et une tachycardie qui peut être justement délétère pour le cœur si l'hyperthyroïdie n'est pas traitée, et on pourra tomber dans l'insuffisance cardiaque suite à cela. Sur le tube digestif, les hormones thyroïdiennes augmentent le péristaltisme intestinal, donc ça veut dire augmente le transit intestinal, et dans ce cas, un déficit aura comme conséquence une constipation et un excès des diarrhées. Sur la reproduction, donc les hormones thyroïdiennes sont nécessaires et le fonctionnement des organes génitaux dépend justement de la présence de ces hormones thyroïdiennes.
Passons maintenant à l'élimination. Tout d'abord, le catabolisme et l'élimination des hormones thyroïdiennes. Donc, il faut savoir que ces hormones thyroïdiennes, une fois qu'elles ont terminé leur séjour au niveau sanguin, une fois qu'elles ont fait leur action sur les différents organes cibles, il faut qu'elles soient éliminées. Donc, une petite fraction de ces hormones thyroïdiennes est éliminée telle qu'elle, sans aucune transformation au niveau rénal, mais la grande partie subit des modifications et des transformations au niveau hépatique et au niveau rénal par diverses voies. Tout d'abord, ces hormones-là peuvent être soit désiodées complètement pour donner la thyronine, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien subir une désamination oxydative et une décarboxylation. Désamination oxydative, ça veut dire l'enlèvement de la fonction amine, et une décarboxylation, ça veut dire l'enlèvement de la fonction COH de leur thyronine. Ou bien elles peuvent aussi avoir une conjugaison pour qu'elles soient excrétées par les voies biliaires, une conjugaison avec l'acide glucuronique ou bien avec le sulfate. Nous avons arrivé à la fin de notre première partie de notre cours qui était consacrée à la physiologie de la thyroïde. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour continuer le cours, la partie 2 de notre cours, et cette fois-ci qui sera consacrée à l'exploration de la fonction thyroïde. Ça veut dire quels sont les paramètres biologiques et biochimiques qui peuvent être dosés pour justement avoir le reflet sur le bon fonctionnement ou bien sur le mauvais fonctionnement de la thyroïde. Et par la suite, nous verrons les différentes pathologies que peut avoir la thyroïde et comment les identifier. Je vous remercie. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie et à bientôt.